Bon, bah, écoutez, je vous propose de commencer cet atelier. Donc, je m'appelle Martine Roussel. Je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et j'assure la fonction, je coordonne le dispositif d'accompagnement national à Horizon 2020. Et donc ici, il va être question de comment participer à Horizon 2020, c'est-à-dire qui peut vous aider. Je crois que tout à l'heure, on vous a présenté ce nouveau programme, donc je ne vais pas y revenir dessus. Je vais présenter plutôt le dispositif national qui est en place pour aider cette communauté de la recherche et l'innovation. Et je passerai la parole à un moment donné à M. Gray qui interviendra, qui donnera un partage d'expérience. Donc moi, je vais vous expliquer qui peut vous aider. Lui vous expliquera comment ça se passe et comment ça s'est passé pour lui. Donc quelques peut-être petits ah, j'y arrive pas, ça commence bien. Super. Avant de commencer à parler de dispositifs d'accompagnement, cette slide juste pour vous rappeler en fait ce qu'est la politique de recherche de l'Union européenne. C'est 6% du budget de l'UE, donc ça paraît peu, mais en réalité c'est quand même la 3e politique de l'Union européenne en termes de budget, évidemment loin derrière la PAC et loin derrière les fonds structurels. La différence en fait entre la politique de recherche et d'autres politiques, c'est qu'ici on est dans une politique, on n'est pas dans une politique de juste retour, donc c'est pas la France qui met 1 euro et qui récupère 1 euro. On est dans une politique, comme vous le savez peut-être, qui est concurrentielle, qui fonctionne par appel à proposition, et donc c'est le meilleur gagne. Et donc dans ce cadre-là, peut-être que la situation n'est pas tout à fait favorable à la communauté française pour l'instant, puisque si, écoutez, il faut que j'ai pas le bon sens ou quoi? Non, ça. Voilà, je vais m'y faire. Effectivement, ce qui est important de savoir, c'est que cette concurrence dont je parlais n'a pas été favorable à la communauté de recherche et d'innovation sur les dernières vagues d'appels, notamment sur le 7e PCRDT, puisque si le taux de retour français était de 13,5% pour la période du 6e PCRDT, donc avant le 7e, avant 2007-2013, il s'est affaissé à environ 11,4%, et la France fait partie des pays pour lesquels le bilan est un peu défavorable du passage au 6e au 7e. Vous voyez sur une deuxième courbe une dégradation de cette participation qui, alors pour certains domaines de la recherche, s'explique par un effet de concurrence entre financements nationaux et européens qui a amené nos équipes à plutôt se positionner sur les financements européens. Point saillant, si la France est 3e bénéficiaire du budget PCRDT, avec vous voyez ce taux de retour, bon là c'est 11,6, c'est une erreur, c'est 11,4, et donc 3e bénéficiaire, on n'est que 5e déposant. Derrière, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne arrive donc la France, ce qui n'est pas tout à fait cohérent avec l'état des forces de la recherche et l'innovation. Là, je parle de tout type d'acteurs confondus et je parle de tout financement PCRDT, aussi bien amont que aval. Donc le diagnostic, c'est évidemment une participation insuffisante aux appels qui peut être rattrapée avec d'assez bons taux de succès. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce truc. Désolée. Voilà, ça va aller mieux. Alors, derrière ce constat général, il faut quand même modérer un petit peu le diagnostic pour expliquer qu'il y a effectivement des domaines où la communauté s'en sort mieux. C'est évidemment les domaines phares de l'industrie française, je ne sais pas un secret, l'espace, l'aéronautique, certains domaines de l'énergie financés par l'Union européenne, des domaines où le diagnostic est plus mitigé, puis des domaines où vraiment il y a un grand, dont on peut parler vraiment de grandes marges de progression. Je pense notamment la recherche dans le domaine des matériaux, dans le domaine des nanos, aussi des biotechnologies, où les résultats français étaient assez en dessous de 10%, ce qui n'est pas très bon. Alors, juste, c'est l'occasion pour moi de détruire un mythe, le mythe PME. On a souvent cette idée en tête que la participation PME française est mauvaise au PCRDT. Alors, sur un certain programme, elle l'a été, sur Fléché PME, elle l'a été. Mais en global, on a 10% de PME françaises dans les projets européens, contre une moyenne communautaire à 16%. Ce qui fait que finalement, et là je parle des projets collaboratifs qui représentent l'essentiel des financements de l'Union européenne, on a un positionnement qui n'était pas si mauvais que ça. Donc si on met tout bout à bout le fait que la France est 3e bénéficiaire, mais que son positionnement se dégrade, que d'une part, pour 1 euro mis par la France au budget européen, on n'en retire que 0,7 euros,
par comparaison d'autres pays, on voit que la situation, notamment la Suisse, qui n'est pas pays membre de l'Union mais qui contribue au budget, on se dégrade. On se dit que finalement, il faut remobiliser les équipes et il faut peut-être mettre en place un dispositif national d'accompagnement de celles-ci. Alors, le dispositif tel qu'il existe, il s'articule autour de 3 types d'acteurs. Peut-être que toutes ne vous intéresseront pas directement au premier chef, mais je vous les cite quand même, et j'irai assez vite. Vous savez bien que les appels le Horizon 2020 et le PCRDT fonctionne par appel à proposition, vague d'appels à proposition annuels. Il y a tout un travail de préparation des programmes de travail. Les appels à proposition qui sortent très officiellement à un moment donné ont été l'objet de préparation en amont, de dialogue, d'expertise. La commission ne sort pas ces appels ex nihilo, elle s'appuie sur la communauté, elle s'appuie à la fois sur des plateformes technologiques, sur tout type d'expertise et aussi sur les États membres. Et donc, ceci nécessite de mettre en place aussi un dispositif. Donc, notre dispositif national d'accompagnement s'appuie sur tout d'abord les représentants français dans les comités de programme, qui vont donc porter la voix de la France dans les comités qui vont très officiellement statuer sur les appels à proposition et leur teneur. Ces représentants français, ils sont au nombre il y a 14 configurations de l'Horizon 2020. Elles sont listées ici. Je ne vais pas les passer en revue. On a des experts de chaque domaine dans chacune de configurations. C'est un membre du ministère de la Recherche et un autre membre de notre ministère. Les slides, je pense que vous aurez les slides après coup. Il y a une adresse URL ici. Vous pouvez trouver tous les contacts. Donc, c'est les contacts en fait, des personnes qui vont être amenées en amont, avant que les appels à proposition ne sortent, à discuter avec la commission de ces programmes de travail. Alors, il ne faudrait pas imaginer que ces personnes ont une capacité énorme d'intervenir sur le programme de travail de la commission, parce que, évidemment, la commission est l'objet de tellement de canaux d'influence que ce serait un petit peu illusoire. Mais néanmoins, c'est quand même le moyen de travailler cette commission dans la durée, d'être informé très en amont, d'éventuellement de faire évoluer le wording pour que toutes les communautés soient bénéficient de ces programmes. Alors, nos représentants, on leur demande de porter une voix qui ne soit pas désincarnée ou hors sol. Ils appuient leur position en s'appuyant sur des groupes de travail, les groupes thématiques nationaux, qui sont chargés de les aider à définir une position sur le programme de travail. Ces groupes thématiques nationaux sont censés être représentatifs de l'ensemble de la communauté visée par le dit programme. Donc si je prends santé, on a l'Alliance en santé, on a les organismes de recherche, on a l'INSERM bien sûr, on a les SDV du CNRS, on a une représentation sectorielle qui est à la fois académique et à la fois privée. Bon, j'avoue que j'ai pris un domaine que je ne connais pas du tout, mais simplement pour vous dire que j'aurais peut-être dû prendre par exemple le domaine transport, où on a une forte participation industrielle, à la fois des grands groupes et à la fois alors pas des syndicats, mais des associations industrielles qui représentent les acteurs. Les pôles de compétitivité sont aussi présents. Donc c'est un peu des instances c'est des groupes de travail, des instances représentatives de la communauté qui vont étayer, qui vont appuyer le travail du représentant au comité de programme. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, aval, avant que les appels ne sortent, c'est la sphère influence. L'autre étage de la fusée, je puis dire, ou l'autre canal d'information, et peut-être celui avec lequel vous ne pouvez plus directement interagir, c'est le réseau des points de contact nationaux. La Commission européenne demande à chaque État membre de mettre en place un réseau d'acteurs, on va dire de VRP, d'Horizon 2020, qui sont chargés de faire connaître les opportunités de financement à la communauté, et ceci domaine par domaine. Donc il y a un dispositif qui est mis en place, qui en France est piloté, là encore, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui s'appuie sur toute la communauté de la recherche et de l'innovation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 22 PCN, 22 PCN par domaine du PCRDT d'Horizon 2020. Donc si vous avez suivi la présentation Horizon 2020, ça vous dira peut-être quelque chose. On a un PCN pour les TIC, un pour l'espace, un pour les nanos, un pour les Marie Curie, etc. etc. En réalité, ces PCN ne sont pas des individus, ce sont des consortiums d'individus, et on a dans chacun de ces consortiums à la fois une sensibilité académique, donc celui qui va pouvoir parler vers le monde académique, et une sensibilité, on va dire, plus industrie, innovation, enfin porteur d'enjeux d'innovation. Dans chaque PCN, vous trouverez soit un pôle de compétitivité, soit on a l'IRT Jules Verne qui est notamment présent sur l'NMP,
soit on a notamment dans le domaine biotechnologie, et bio, on a des associations d'industriels de l'agroalimentaire, etc. etc. Donc ça vous intéresse moins, mais on a aussi les universités et le ministère dans chacun de ces PCN. Vous trouverez la liste sur le site web horizon2020.gouv.fr. Lorsque vous vous adressez au PCN, ce que vous pouvez attendre de ces acteurs, c'est un conseil en termes d'information et sur le programme, c'est-à-dire un conseil sur quelles sont les attentes de la Commission. Chaque mot pèse dans un appel à proposition de la Commission européenne. Donc, qu'attend la Commission? Qu'est-ce qu'elle a mis derrière chaque mot? Quel type d'acteur, quel type de consortium elle souhaite voir financer? Donc, c'est un premier niveau d'information. Un certain niveau d'assistance et de conseil. Alors bien sûr, les PCN ne sont pas là pour faire du montage de propositions, c'est impossible. Et puis, c'est pas leur rôle et c'est pas non plus leur compétence. Il y a d'autres structures pour le faire, de type public ou privé, mais il peut y avoir une première lecture on va dire de mise en adéquation, de relecture d'abstract, enfin une première lecture sur le contenu des projets. Le PCN peut aussi être là pour être celui qui va réorienter la proposition vers un autre type de financement, soit communautaire, soit national, qui serait plus adapté aux besoins de l'utilisateur. Les slides, je ne passe pas sur les structures qui portent les PCN parce que c'est des informations auxquelles vous aurez accès facilement. Et là encore, j'insiste sur le fait que sur chacun des domaines, vous avez dans les PCN quelqu'un qui est peut-être plus en mesure de parler avec les PME. Dernier sujet, j'attire votre attention sur le fait qu'il existe un portail qui s'appelle horizon2020.gouv.fr qui se veut être le portail de référence en termes d'information pour la communauté scientifique et pour la communauté de recherche et innovation française sur le programme. Donc vous y trouverez à la fois des éléments d'actualité. On organise toute une série de sessions d'information nationales à partir de la semaine prochaine sur toutes les thématiques d'Horizon 2020. Vous pouvez venir rencontrer des interlocuteurs de la commission. Donc vous avez l'information sur ce portail. Des informations aussi sur les drafts. En ce moment, il y a quelques programmes de travail qui commencent à sortir. Formellement, vous les trouverez. Vous trouverez surtout toutes les informations de contact sur les points de contact nationaux. Je ne m'étends pas, vous avez aussi des informations. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est un premier niveau d'information et de sensibilisation à tous ces programmes d'Horizon 2020, le sujet étant très très vaste. Donc je vous invite à regarder ce portail. Moi, j'en ai fini pour ma présentation générale. Alors ça paraît, j'imagine bien que ça paraît un petit peu désincarné comme ça et pas très concret. Donc je vais passer vite la parole à Monsieur Gray qui pourra témoigner de son expérience, sa double expérience, si j'ai bien compris, de porteur de projet. Bonjour à tous, je suis Vincent Grec. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Only for Children Pharmaceuticals, O4CP, il y a environ 5 ans. Et j'ai créé ça dans le cadre d'un executive MBA d'une école de commerce française, l'ESSEC. Je suis médecin, je suis spécialiste en médecine interne. Et un jour, on a fait un appel à projet, un projet entrepreneurial, et j'ai proposé de monter une entreprise dédiée aux médicaments pédiatriques. Et tout de suite, dans le cadre de cette école de commerce, j'ai créé l'entreprise avec 10 000 € dans mon appartement à Paris. Et tout de suite, on a vu qu'il y avait un grand besoin de médicaments pédiatriques, notamment pour les maladies rares telles la leucémie. Et un ami m'a dit, un ami de classe me dit: écoute Vincent, ton projet je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas m'impliquer dedans. Et je dis pourquoi? Parce que j'ai un enfant qui est décédé d'une leucémie. Et il m'a dit par contre, je suis toujours en train de travailler dans une fondation et tu peux aller voir le professeur Le Verger et il te dira quels sont les besoins. Donc je me suis présenté, là-bas et on a identifié 2 molécules, la mercaptopurine et le méthotrexate, qui n'existaient pas sous forme liquide. Les parents devaient toujours broyer ces molécules, les comprimer pour les donner aux enfants. Et souvent, ils sont toujours... la maman est parfois enceinte du second. Et vous savez, ces produits-là sont produits sous bulle, sous laminaire flow. Et les mamans, alors, en broyant, contaminent même leur propre bébé. On retrouve les cytostatiques dans le sang.
On a voulu être beaucoup plus innovant. On s'est dit, on est parti, vous savez, c'était un projet dans le cadre d'un MBA. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire une médecine personnalisée? Aujourd'hui, on peut acheter des Nike de toutes les couleurs, des chaussures de toutes les couleurs. On s'est dit, est-ce qu'on peut donner aux enfants le médicament dont ils ont besoin avec le goût qu'ils aiment? Et pour ça, on s'est dit, on va dissocier le goût du principe actif. Exactement. Donc, on est parti de la supply chain, du service. On a fait la supply chain et on s'est dit, là, on a peut-être quelque chose d'intéressant. On a proposé, et à ce moment-là, en 2007, il y avait une nouvelle réglementation pédiatrique qui apparaissait avec 6 millions d'euros de subventions si on développait un médicament pédiatrique qui était dans la liste des priorités européennes. Et il se trouvait que les deux médicaments, le méthotrexate et la mercaptopurine, étaient dans la liste des priorités. Et donc, en tant que SME, Small and Medium Enterprise, on a monté un projet PCRD en 2005. Et un jour, je reçois un appel, un coup de téléphone d'un point de contact national. On a monté tout seul. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est juste pour vous dire que c'est faisable. Mais sans un seul conseil, on a regardé toutes les guidelines et avec nos amis du MBA, on a monté le projet. Et un jour, je reçois un coup de fil de chez vous et on me dit oui, vous avez eu 15. On a entendu que c'était très compétitif. Et c'est la première fois que j'ai atteint la perfection, parce que je suis loin d'être parfait. La note maximale est 15. Donc on a obtenu 5 pour l'innovation, 5 pour le consortium et 5 pour l'impact attendu sur les enfants, mais en fait aussi pour les autres maladies. Le problème étant que, oui, effectivement, on était financé. C'était en 2008. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la crise financière avec Madoff. La Commission européenne dit « Stop, on ne veut pas vous donner l'argent. Vous êtes qui, vous? Vous avez 10 000 euros de capital, on ne veut pas vous donner l'argent. » Et ils nous ont demandé de donner une garantie bancaire qui a été très difficile à obtenir, mais qu'on a obtenue. Et finalement, on est resté coordinateur du projet jusqu'au bout. Ce qui est très important de noter, c'est que cet argent est non dilutif et contrairement à d'autres sources de financement qui nécessitent des fonds propres, notamment chez Oseo ou la Banque publique d'investissement, à cette époque-là, on demandait une subvention à la Banque publique d'investissement et on pouvait avoir, avec le même genre de dossier, 10 000 euros. Le même type d'effort, parce que c'était à hauteur des fonds propres. Ça nous a permis donc de lancer nos premières recherches et on a monté tout un développement qui a été d'inventer une petite bouteille qui permettait de dissocier le goût du principe actif avec un bouchon qui permet de libérer en tournant le principe actif dans le liquide et de secouer. Et un deuxième bouchon en dessous, donc c'est une bouteille à 2 bouchons qui permet de plugger une seringue et de prendre la quantité prescrite. Pour ça, on a un brevet qu'on a déposé grâce à Oseo, un brevet européen qui est en train d'être délivré aux US et au Canada. Un brevet très très large, donc on a une forte propriété intellectuelle. Quelqu'un d'important, on s'est fait accompagner par Olivier Dugrand qui a une entreprise qui est FEI. 15% du budget d'un FP7 doit être alloué à la coordination et aux activités administratives, un peu moins, bon 10%, ce qui représente d'ailleurs un marché énorme, parce que le PCRD, c'est combien de milliards? Voilà, donc environ 80 milliards. Donc en coordination, ça représente 10% de ça. C'est 8 milliards d'euros à dépenser sur 5 ans. Donc il y a des entreprises qui se spécialisent à offrir ce service de coordination. Je n'aurais pas pu conduire ce projet, d'un point de vue administratif, c'est très complexe, sans l'apport des points de contact nationaux et d'une entreprise comme celle d'Olivier qui nous accompagne, parce que c'est très technique, hein, mais c'est tout à fait faisable. Alors de fil en aiguille, je n'ai pas réussi à lever des fonds et on m'a identifié comme un industriel pouvant aider au développement de médicaments. Donc à la suite du premier succès, on m'a contacté pour être le partenaire
à développer d'autres médicaments. Au total, en 4 ans, nous avons levé 24 millions d'euros de projets en subvention européenne, en partant avec 10 000 euros de capital. Hein. Et je n'ai toujours pas réussi à lever des fonds. Donc je possède toujours 70% de la boîte avec les 4 copains avec qui on a développé ça, plus l'école de l'ESSEC qui a investi 50 000 euros. Nous avons terminé les développements de ces médicaments contre la leucémie et nous sommes en train de les enregistrer aux États-Unis. Et la petite bouteille est en train aussi d'être diffusée largement. On a 2 licences, 2 accords de licence. Et on est en train d'envisager de faire une introduction en bourse dans les 12 à 24 mois pour financer la croissance d'O4CP. Donc clairement, c'est faisable pour une PME. Et ce qui change beaucoup par rapport au FP7, c'est effectivement, enfin moi ce que j'ai ressenti, il y a un grand accent pour l'investissement dans les PME dans l'horizon 2020. Donc vraiment aller voir, demander aux points de contact nationaux, il y a vraiment de l'argent à aller chercher. N'ayez pas peur, c'est un peu complexe techniquement, mais si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Maintenant aussi, il y a un 2 stages, il y a 2 étapes. Avant, ce n'était pas le cas. On peut soumettre un projet de 7 pages d'abord, et puis le grand projet ensuite. Donc c'est facile, on peut monter rapidement, passer les crémages. Et il y a vraiment des appels qui stimulent les PME. Donc j'espère que je suis dans les temps, je ne sais pas trop. Et si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre maintenant. Et je vous conseille vraiment aussi d'aller vers les points de contact nationaux et vers des entreprises comme celle d'Olivier Degrand, qui fait un job incroyable pour moi en tout cas. Voilà. Merci pour votre attention.